Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 20h, les titres. La mesure d'augmentation du prix de l'huile de table est suspendue. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a annoncé cette heureuse nouvelle aujourd'hui suite à une rencontre avec les industriels du secteur. Il en est de même pour les tarifs de la farine de blé qui vont rester inchangés. Autre nouvelle qui devrait faire plus d'un heureux, la facturation de l'électricité reste elle aussi inchangée. Pour cause, contrairement à certaines rumeurs, la redevance RTI reste la même, 2000 francs CFA. Des explications détaillées sur le sujet en début de journal. Des immeubles s'effondrent, des chantiers anarchiques fleurissent dans le district d'Abidjan. À qui la faute? Ministère, architectes, bureaux de contrôle ou encore usagers. Comment prévenir d'autres drames? Nous en parlons aussi dans quelques minutes. Et puis au Niger, après les résultats des élections législatives et du premier tour de la présidentielle du 27 décembre dernier, la coalition d'opposition CAP 2021 annonce qu'elle va déposer un recours. Bienvenue à tous. Le sujet est de toutes les conversations. Le prix de l'huile de table connaît une hausse dans les commerces. Ce mardi, le ministre du Commerce et de l'Industrie a annoncé la suspension de l'augmentation après une rencontre avec les industriels. Souleymane Diarra-Souba a également annoncé le maintien du prix de la farine de blé qui devait lui aussi augmenter à partir du 15 janvier prochain. Jean-Luc Bangbo. C'est un ouf de soulagement pour les ménages et les consommateurs. Le prix de l'huile de table et de la baguette de pain n'augmenteront pas, du moins pour le moment. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a annoncé la suspension des différentes augmentations constatées pour l'huile de table et à venir pour le pain. Nous sommes convenus ce jour de suspendre les hausses des prix de l'huile de table raffinée intervenues en ce mois de janvier 2021 et de geler les prix de la farine de blé. Donc, de façon concrète, toutes les augmentations qui avaient été annoncées à partir du 1er janvier 2021 concernant l'huile de table raffinée sont suspendues. Quant au sac de la farine boulangère de 50 kg, il demeure au prix maximum de 19 000 francs. Une décision obtenue après plusieurs concertations avec les industriels et acteurs de ces deux secteurs clés. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est en effet réjoui du bon état d'esprit qui a prévalu au cours de ces négociations et les efforts consentis par ces industriels au profit des populations. 2 comités techniques composés de toutes les parties prenantes seront mis en place dès demain pour réfléchir sur des solutions durables à envisager pour chaque filière afin d'atténuer la hausse des coûts mondiaux de l'huile de palme et du blé sur les prix de vente de l'huile de table aux consommateurs et de la farine boulangère, tout en permettant aux industriels de pérenniser leurs différentes affaires. Rappelons que ce sont les différentes hausses du coût mondial de l'huile de palme qui ont entraîné en ce début d'année une augmentation du prix de l'huile de table raffinée. Cette tendance était également observée au niveau du blé et a amené certains boulangers à annoncer une augmentation du prix de la baguette de pain à la date du 15 janvier prochain. On parle aussi d'augmentation au niveau des dernières factures d'électricité, une augmentation relative notamment à la redevance RTI. Qu'en est-il réellement? La compagnie ivoirienne d'électricité est claire sur la question. Aucune hausse n'est à enregistrer. Alors pourquoi sur certaines factures cette redevance se chiffre à 4 000 francs au lieu du tarif normal de 2 000 francs CFA? Les réponses avec Didier Nguessan. La facture d'électricité pour les abonnés post-payés de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE aurait connu une augmentation en ce qui concerne la taxe audiovisuelle appelée redevance RTI. Cette supposée augmentation relayée sur les réseaux sociaux alimente les débats avec pour pièce à conviction ces factures. Victor est l'un des clients concernés. Il arrive à l'agence CIE au quartier André Djibi. J'ai eu la CIE dans le cadre de la redevance RTI. C'est mentionné 2 fois sur ma facture. Et je voulais savoir comment ça se passe, qu'on peut payer 2 fois la redevance sur la même facture.
La responsable commerciale prend en charge sa requête. La redevance qui est affichée sur votre facture, Oui. en fait, c'est juste le rappel de la facture précédente. Oui. Vous voyez, c'est mis ici, impayé. Oui. Voilà, ça fait partie des impayés. Vous avez eu une facture de 21 515 francs. Oui. Et cette facture est composée de la redevance RTI pour la période du 10e mois 2020, c'est-à-dire la facture précédente. Président, oui. Voilà, c'est elle qui a été rappelée ici. Donc vous avez la facture précédente, vous avez la nouvelle facture, donc ils ont rappelé, c'est ça que vous voyez, impayé antérieur, CIE, impayé antérieur RTI. Donc vous avez en tout 4 000 RTI à payer. À cet impayé s'ajoute la nouvelle consommation, plus les primes fixes au nombre desquelles la redevance RTI. Double facturation, double redevance. Il ne s'agit donc pas d'une quelconque augmentation. Il n'y a pas eu d'augmentation sur les redevances RTI. Nous avons 2 exemples ici que nous allons vous montrer. Voilà. Pour une période de consommation bien donnée, c'est-à-dire un bimestre qui concerne 2 mois, c'est-à-dire une facturation, la RTI est facturée à 2 000 francs. Nous avons un autre exemple, c'est une facture qui concerne un client, ça concerne la consommation de 3 bimestres, c'est-à-dire 6 mois de facture, ça veut dire 3 facturations. Donc la RTI est marquée 6 000 francs. Nous affichons le montant de la RTI pour pouvoir le transférer dans le compte comptable concerné. Passé les explications, Victor avec sa facture, l'arriéré y compris. Le montant est transféré à la caisse. Je suis convaincu et je suis prêt à payer ma facture. En plus des impayés qui font doubler en apparence la redevance audiovisuelle, un autre cas de figure se présente. On a par exemple un client qui est en déplacement, qui n'est pas présent. Donc, chaque 2 mois, comme je vous l'ai dit, à chaque facturation, on a une prime fixe. Donc, ce client-là, sans consommation, il a la prime fixe. La prime fixe et la redevance RTI qui est facturée. Donc, s'il a fait 6 mois à l'extérieur, c'est-à-dire 3 facturations, bien entendu, la RTI, il y aura un cumul. Donc, les 2 000 fois 3 seront affichés sur sa facture. Quoi qu'il en soit, la CIE est ferme. La redevance RTI n'a aucunement connu d'augmentation. Liée par une convention, entre autres, de commercialisation de l'électricité avec l'État de Côte d'Ivoire, la CIE n'a pas compétence pour augmenter une taxe, notamment la redevance audiovisuelle. Nous n'avons pas de décision à prendre concernant l'augmentation ou la majoration de telle taxe ou telle taxe. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui décide. Et par arrêté ministériel, interministériel, nous, la CIE, nous appliquons. La redevance RTI est facturée à 2 francs CFA par kilowattheure pour les abonnés au tarif social basse tension et à hauteur de 2 000 francs CFA pour les autres abonnés. Cette tarification reste inchangée. Voilà qui est très clair. En 2020, selon les statistiques du ministère de la Construction, plus d'une douzaine d'immeubles se sont effondrés, tout cela dans le district d'Abidjan, plus d'une centaine de chantiers de construction déclarés anarchiques. Les services du ministère de la Construction, les architectes, les bureaux de contrôle ou encore les usagers, chacun se rejette la faute et s'accuse mutuellement. Le dossier Ecoplus de ce 20h se penche sur les raisons et surtout les responsables de cette situation. Il est signé Cheikh Koné. Ces images sont celles d'un occupant de cet immeuble à Yopougon-Ananéré. Elles ont été prises 48 heures avant l'effondrement de ce bâtiment de 5 étages. Déjà, le détenteur de ces images amateurs alertait sur les fissures béantes constatées à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Mais rien n'y fit. Le pire ne tarde pas à se produire. D'abord, ça là même, là, c'était une maison basse. On ne sait pas quelle bête qui les a piqués. Bon, ils ont commencé à enchaîner de vitesse en vitesse jusqu'à aller qu'on appelle à R+5. Alors c'est ce qui n'est pas normal. Si aucune perte en vie humaine n'a été déplorée dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2020, les dégâts matériels quant à eux sont énormes pour le propriétaire, un Ivoirien vivant aux États-Unis d'Amérique. Ce drame
lui a fait perdre un investissement de 350 millions de francs CFA. Mais il n'est pas la seule victime. Les victimes collatérales se ramassent à l'appel. Elles continuent aujourd'hui de ruminer leur colère. Jusqu'à ce que l'immeuble se coule même, ça a gâté les voitures des gens, ça a cassé plusieurs carreaux des voitures. Et puis quand ça a commencé là, je suis presque à 1 million. 2 mois après l'incident, les impacts sont encore visibles. Maisons voisines détruites, véhicules endommagés. Les populations riveraines s'interrogent. Côté ministère de construction, en tout cas nous, ça nous décourage. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Entre colère et indignation, le ministère de la Construction est très vite pointé du doigt. Quand on veut construire, la loi fait obligation à tout maître d'ouvrage, à tout usager qui veut construire, de disposer préalablement d'une autorisation de construire, ce qu'on appelle le permis de construire. Le permis de construire est ce qui fait défaut sur la plupart des immeubles en construction à Abidjan. Ce fameux sésame permet à l'État de contrôler la mise en valeur des terrains urbains en s'assurant du respect des règles d'urbanisme, des normes d'architecture et des normes de sécurité. Le promoteur de cet immeuble en avait-il? Non. Selon les services techniques de l'antenne du ministère de la Construction. Pour la quasi-totalité des bâtiments qui se sont écoulés, en général, c'est des bâtiments qui sont exécutés dans l'illégalité. Quand on ne respecte pas ces dispositions relatives à la construction, on assiste aux écoulements auxquels nous sommes en train de parler. Et pourtant, depuis 2016, le gouvernement a entrepris des réformes pour assainir le secteur de la construction à travers l'ouverture d'un guichet unique du permis de construire. Passage obligatoire pour tout projet de construction. Quand vous obtenez un permis de construire, avant de construire, la première chose à faire, c'est de sélectionner un ingénieur conseil ou un bureau de contrôle qui va vous accompagner lors de la construction. Malheureusement, bon nombre d'usagers contournent cette autorisation. Le constat sur le terrain est inquiétant. Le phénomène d'effondrement d'immeubles devient récurrent. Plus d'une dizaine de cas sont à déplorer dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Le 23 octobre 2020, un immeuble en construction s'est écroulé dans la même commune de Yopougon. Quelques mois plus tôt, c'était à Yamoussoukro, où s'est effondré un immeuble en construction. Plusieurs victimes enregistrées. Le phénomène n'épargne aucune commune, qu'elle soit résidentielle ou populaire. Pour un investissement immobilier, vous avez dit des immeubles qui peuvent s'écrouler, des immeubles de 2 à 3 niveaux d'étage qui s'écroulent, c'est au bas mot 200 à 300 millions d'investissements qui partent à l'eau. Ce n'est pas 2-3 millions à donner à un architecte ou à un ingénieur conseil qui devrait pouvoir être une économie à faire dans ce type de cas-là. Pour faire face à la multiplicité des constructions anarchiques, des brigades d'investigation et de contrôle urbain dans chacune des 12 communes du district d'Abidjan ont été rendues opérationnelles. Pour l'instant, vous arrêtez tout ce qui est comme travail sur le terrain? Ici à Yopougon, dans la plus grande commune du pays, Aka David et ses hommes font ce qu'ils peuvent pour assurer le contrôle des constructions sans autorisation. Une mission pas toujours évidente au regard des maigres moyens à disposition. 11 contrôleurs et 6 motos pour une superficie communale de plus de 15 000 hectares. Première difficulté sur ce chantier. On va vous laisser un PV. Un R+2 en principe sur la fiche technique, mais en réalité, c'est un R+4. Le propriétaire est absent, c'est un habitué des amendes de cette brigade. Il le ruse depuis avec leur paiement. Une énième mise en demeure et une convocation sont délivrées à son chef maçon. Déjà pour les 3 premiers niveaux, nous avons soumis ce chantier aux amendes administratives, avec 12 500 francs par mètre carré de surface bâtie. C'est environ 15 millions de francs CFA d'amende qui seraient infligés à ce propriétaire indélicat. Pendant ce temps, cessation immédiate de tous travaux sur le chantier. Seulement voilà, 30 minutes après le départ des hommes d'Aka, notre équipe de reportage revient incognito sur le dit site. Les travaux ont repris de plus belle. Nous sommes payés par jour. Donc lorsqu'on arrête les travaux, ça agit vraiment sur nous. Donc vraiment. Pour échapper au contrôle des agents de la brigade, certains promoteurs d'immeubles effectuent leurs travaux soit les week-ends, nuitamment ou les jours fériés. D'autant plus que le district d'Abidjan compte 12 brigades qui n'ont que 3 véhicules comme moyen de locomotion. Si les capacités de la brigade venaient à être renforcées, je vous dis, pour Cocody par exemple, où nous avons un seul véhicule, il faut au bas mot 20 véhicules pour ne serait-ce que Cocody seulement.
Donc, c'est surtout un appel à la responsabilité et au civisme. Dans le souci de juguler le phénomène, la lutte contre les constructions anarchiques pourrait connaître une nouvelle orientation les mois à venir. Des réformes comme celle du certificat de conformité, la plateforme collaborative des acteurs et bien d'autres sont en cours de finalisation et seront rendues opérationnelles courant 2021. Ce qui est prévu, c'est de lier la demande de raccordement à l'eau et à l'électricité au certificat de conformité. Parce qu'en réalité, le certificat de conformité, c'est un document qui atteste que le bâtiment a été construit conformément au permis de construire qui vous a été délivré et que le bâtiment offre toutes les garanties de sécurité et de confort. Il est délivré avant de mettre en exploitation le bâtiment. Pour l'heure, le civisme et le recours aux acteurs clés en matière de construction, c'est-à-dire le bureau d'études, l'ingénieur conseil ou l'architecte, demeure la seule issue pour sécuriser son investissement. L'architecte fait faire des économies parce que quand il fait sa conception, il fait en sorte que l'ingénieur qui va réaliser la structure tienne compte des coûts de l'exécution. Toutes ces réformes entrées en vigueur, le secteur de la construction pourrait mieux supporter pour que les effondrements d'immeubles soient de moins en moins enregistrés. Trouver donc une solution définitive à cette anarchie dans le secteur de la construction reste un des moyens, notamment pour faire d'Abidjan une grande métropole. Dans ce sens, le projet Aquaba City lutte contre la forte urbanisation non maîtrisée qui frappe le Grand Abidjan. Il vise à construire une nouvelle ville avec les commodités aux normes de ville durables et va être exécuté par le gouvernement à travers le ministère de la Ville. Pour une meilleure construction et gestion de ces infrastructures, aussi bien les bâtiments que les routes, le Millennium Challenge Corporation et l'École nationale de statistique de l'économie appliquée lancent le master professionnel en gestion d'infrastructures. Il vise à apporter les connaissances et les compétences requises pour la nouvelle approche de gestion du patrimoine d'infrastructures. Jean-Luc Mangbo. Le programme 3ES, Engineering Economics, Environmental and Social, est une composante d'un important accord de dons signé par la Côte d'Ivoire et le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers le Millennium Challenge Corporation, don de plus de 280 milliards de francs CFA qui vise à générer une croissance économique inclusive, mais aussi de réduire la pauvreté. C'est véritablement de développer en Côte d'Ivoire une nouvelle approche de gestion des infrastructures. C'est d'insister sur le maintien d'un réseau dans des meilleures conditions de sécurité et de confort pour les usagers, et c'est de préserver ce patrimoine routier dans lequel le gouvernement, avec les partenaires qui l'accompagnent, investit. Le programme sera délivré en partenariat avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, et l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, NCA. Le ministre de l'Enseignement supérieur a lancé un appel à chaque acteur de la communauté universitaire afin que chacun s'engage à faire de ce sous-secteur un véritable levier de développement économique et social du pays. On a l'habitude de dire que la route précède le développement. Avec le président Ouattara, je crois que tout le monde a compris qu'effectivement la route précède le développement. Donc vous voyez que ce master qui permet de mettre sur la place, de mettre à la disposition de notre tissu économique des ressources humaines de qualité en matière de gestion des infrastructures, ce master est donc le bienvenu. Formation de second cycle universitaire, ce programme s'adresse à des professionnels sur le marché du travail. Les candidats devront entre autres être titulaires d'un diplôme d'ingénieur des travaux publics ou d'un master dans un domaine connexe, être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des techniques des travaux publics et avoir acquis une expérience professionnelle pertinente de 3 ans minimum. On part pour le nord de la Côte d'Ivoire. 3 villages de la région du Poro viennent d'être électrifiés. Il n'est plus question d'obscurité à Gbagbo-Kara, Tagbon-Kara et à Djelika. Les habitants de ces localités mesurent déjà le changement que ce raccordement au réseau électrique national apporte à leur quotidien. Jean-Marc Djadji. C'est à Gbagbo-Kara, à 7 km de Korogo, que les 3 villages se sont donné rendez-vous pour faire la fête avec le ministre des Transports, Amadou Koné, et dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir connecté leur famille au réseau électrique national. L'électrification de Gbagbo-Kara, Tagbon-Kara et Djelika a été tenue à bout de bras
par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly jusqu'à sa mort en juillet 2020. Un hommage appuyé a été rendu à ce grand homme politique. Quand on venait ici, il n'y avait pas courant. Aujourd'hui, on quitte Abidjan, on vient s'amuser ici. On est si fiers de ça. Je remercie monsieur le ministre. Je suis si fier de lui. Au nom du président de la République, le ministre des Transports a salué l'esprit d'union des populations et réaffirmé l'engagement du gouvernement à mettre fin à leurs souffrances. Nous sommes très heureux que ce programme avance. Ce programme avance très bien dans la région du Koro, comme dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Plusieurs localités ont été électrifiées et c'était le tour donc, de la mise sous tension de ces villages aujourd'hui. Et je suis très heureux que les populations puissent avoir l'électricité enfin grâce au président de la République. Autrefois opposés du fait de certains égaux, les cadres de Blagbo Ka, Tagbon Ka et Djelika ont désormais compris. L'électricité est là, le développement aussi. L'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait donc raison. Dans l'actualité sanitaire, les mesures barrières contre le coronavirus sont toujours en vigueur. La distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vous invite à vous y conformer. Voyons ensemble le point chiffré de ce 12 janvier. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 292 nouveaux cas de Covid-19 sur 1634 échantillons, soit 17,9% de cas positifs. 72 personnes ont été déclarées guéries et un décès a été enregistré. 1306 cas actifs sur le territoire ivoirien à la date donc de ce 12 janvier. Le ministre de la Réconciliation nationale a rencontré ce mardi le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Kouadio Konombertin a sollicité l'implication des guides religieux pour le succès de sa mission, celle d'œuvrer à une réconciliation véritable en Côte d'Ivoire. Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. Le ministre de la Réconciliation nationale veut commencer sa mission avec les conseils des guides religieux. Il vient de solliciter l'aide de ceux qu'il considère désormais comme des collaborateurs. Je suis venu en premier lieu saluer nos frères musulmans et leur confier ma mission. J'aurai besoin d'eux, de leurs conseils, de leurs encadrements. J'ai commencé par eux. Je verrai aussi leurs frères des autres confessions religieuses. Ce pays est bâti sur un socle. Il n'a pas connu de guerre religieuse. Il n'en connaîtra pas, je pense. Nous avons besoin que chacun joue sa partition dans cette nouvelle dynamique. Le cheikh du COSIM, Mamadou Traoré, salue ce geste et traduit son engagement à accompagner le ministre dans sa démarche pour la paix. Vous avez mon engagement, l'engagement de tous les imams, d'être avec vous, de vous aider afin que vous réussissiez dans la mission que le président de la République vous a confiée. Aussi bien le musulman que le chrétien, puisque nous nous sommes donné la main. De faire en sorte que les Ivoiriens se sentent frères et sœurs, vivent dans la cohésion, avancent vers le progrès et le développement. Kouadio Konombertin a pour mission de faire avancer la réconciliation nationale engagée depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Il entend surtout travailler à l'apaisement de la scène politique. La réconciliation vraie, la cohésion, le vivre ensemble, des valeurs également chères à la chefferie de Toumoudi. Les têtes couronnées de cette ville du centre de la Côte d'Ivoire ont rencontré le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier pour des excuses publiques après le meurtre de 2 de ses collaborateurs. Mamadou Kouassi. Après les messages de compassion, les chefs de village et des cantons des 7 tribus du département de Toumoudi chez le ministre Amédée Kouakou Kofi à Divo. Après avoir condamné l'assassinat de 2 de ses collaborateurs dans le village d'Abli, dans le département de Toumoudi, ces têtes couronnées conduites par Nanan Bangui Nguessan sont venues lui exprimer le réconfort et le soutien. Les parents ont déploré ce qui s'est passé parce qu'il y a eu mort d'homme. Venir présenter les excuses d'abord à leurs enfants, ensuite à la notabilité et à la chefferie de Divo et également présenter les condoléances aux familles qui ont perdu
des enfants et aussi leur présenter des excuses afin que nous revenions à la paix et que nous continuions à vivre comme par le passé. Nous avons vécu sur des rumeurs, parce que les différentes jeunesses ont été incitées à cette haine-là. Les réseaux sociaux, qui est devenu leur conscience, leur maître aujourd'hui, qui leur dit des choses qu'ils le font, nous dirons qu'ils abandonnent. Le pardon et la justice ont prévalu au terme de cette rencontre qui a vu la participation des cadres du département de Toumoudi et des chefs de la communauté d'Ida. Le 1er novembre 2020, des collaborateurs du ministre Amédée Kwaku Kofi ont essuyé des tirs dans le village d'Abli, situé dans le département de Toumoudi, causant la mort de 2 personnes et des blessés graves. Je vous donne maintenant un communiqué de la Commission électorale indépendante. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de la session du dialogue politique du 21 au 29 décembre 2020, le président de la Commission électorale indépendante CEI convie les partis et groupements politiques et les organisations de la société civile ayant participé à cette séance à une session de travail le jeudi 14 janvier 2021 à 11h à la Tri-Event assise à Cocody de Plateau, carrefour Duncan. Chaque entité se fera représenter par 2 personnalités. Fait à Abidjan et signé par le président, le secrétaire permanent de la Commission électorale indépendante CEI. Les populations des sous-préfectures de Sorobango et de Tagadi dans la région du Gontougo ont reçu la visite des cadres du RHDP. Ensemble, ils ont échangé sur le dernier scrutin présidentiel qui a vu la victoire du président Alassane Ouattara. Hermaniamia. Après leur participation massive à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, Angéline Adjoumani, épouse du ministre Kobina Kwasi Adjoumani, est venue exprimer sa reconnaissance à ses parents des sous-préfectures de Sorobango et de Tagadi. Grâce à leur participation massive, selon elle, le département de Bondoukou a pu enregistrer un score de 94% pour le candidat du RHDP Alassane Ouattara, avec un taux de participation de 89%. Lors des élections présidentielles, nous sommes passés voir les parents, solliciter leur aide. Surtout, ils ont été vraiment reconnaissants envers nous. Donc, on ne peut pas ne pas venir. Cette cérémonie qui a réuni les chefs traditionnels des 33 villages des 2 sous-préfectures à Kiendi Walogo a été l'occasion pour l'épouse du ministre Kobina Kwasi Adjoumani d'exhorter les populations à cultiver la cohésion et la paix afin de bénéficier des retombées du développement. Nous exhortons les chefs à parler de la paix, surtout la cohésion sociale, et que nous soyons tous un. Et surtout la paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Au nom de la population, Ouattara Mohamed, 5e vice-président du Conseil régional du Gontougo, a remercié Angéline Adjoumani pour cette initiative. Aussi s'est-il réjoui des réalisations du président Alassane Ouattara dans les 2 sous-préfectures, notamment le reprofilage régulier des pistes villageoises, l'électrification de plusieurs villages et la construction de centres de santé et d'écoles. Le message reste le même pour la section RHDP de Dabouyo, c'est dans la région de la Nawa. Une tournée est en cours pour appeler à la cohésion. Le point avec Jean-Marc Djadji. La délégation du RHDP de Dabouyo à la rencontre des populations du département de Guéyo. Les jeunes et les femmes des villages de Yessé, Bakadou, Dabouyo et de Tagbayo sont sensibilisés sur les valeurs de paix et de cohésion sociale. Passé la période électorale, ces populations félicitent et remercient le président Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans la région. Je dis d'abord merci au président de la République pour ce pont qu'il vient de nous donner. Vous voyez, dans la région de la Nawa, c'est le premier pont qui est fait en fer. Et ce pont-là, il est vraiment merveilleux. Il prouve que le président aime la région de la Nawa. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour tout ce que vous avez fait pour nous. On n'avait pas de pont, on marchait à pied. Des fois, on marche dans l'eau. Mais aujourd'hui, nous avons un grand pont. Les délégués RHDP de la localité veulent faire des citoyens du département de Guéyo des vecteurs de paix et de progrès dans la région de la Nawa. La tournée que nous avons effectuée aujourd'hui, ou plutôt dans ces derniers jours,
consiste à remercier nos villages pour la civilité dont ils ont fait preuve pendant les élections présidentielles, mais aussi pour les sensibiliser contre le hooliganisme politique, de telle sorte que la démocratie que nous tentons de mettre en place dans notre pays soit empreinte d'acceptation de l'autre, de respect mutuel, de telle sorte que nous puissions vivre ensemble et emmener dans notre pays la paix. Les autochtones et allogènes des différents villages visités par les membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de Dabouyo ont célébré la concorde dans la joie et l'harmonie. Sur le continent africain, après les élections au Niger, la coalition d'opposition CAP 2021 annonce qu'elle va déposer un recours. Selon elle, des armes à feu ont été utilisées contre des électeurs et le personnel électoral afin de procéder au bourrage des urnes dans certaines zones. La coalition d'opposition s'interroge aussi sur le faible nombre de bulletins nuls en zone pastorale comparé aux zones urbaines et sur la rapidité avec laquelle le vote et la transmission des résultats ont été menés. Et c'est la fin de ce journal. Marine Cognon sera avec vous pour le 23h. Bonsoir à tous.